Bonjour, je me présente, Bourdini Djamal, je suis psychocognitiviste. Ce qui était perçu par psychopédagogie, ça a beaucoup évolué, donc nous faisons appel à la cognitive, d'où psychocognitiviste. Je suis également neurocognitiviste parce que ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Nous faisons appel à toutes les approches au niveau neurosciences. Je suis également consultant en organisation méthode de par ma formation initiale dans tout ça au niveau de la psychologie. Je suis donc enseignant-chercheur de l'Université d'Alger et je suis membre de la Commission nationale ministérielle sur l'accompagnement pédagogique. Il m'a été demandé de prendre en charge une communication qui serait inaugurale. Cela va se faire sur plusieurs communications, exposés, conférences si vous voulez. Celle que je me propose d'aborder aujourd'hui serait non seulement inaugurale, mais elle a pour objectif de sensibiliser et d'informer le public aussi large que possible qui serait intéressé et motivé par ce que nous allons traiter et par cette approche pédagogique nouvelle qui a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chez nous. Donc il y a eu une conférence au Club des Pins cet été, l'été 2016, et suite à cela, puisque c'était le bilan du LMD, des enseignants-chercheurs ont revendiqué certaines choses qui pour eux n'y étaient pas, un certain déficit qu'ils auraient constaté en matière de prise en charge pédagogique chez les apprenants, chez les étudiants. Durant les cours en salle de TD, TP, puisque un maître assistant commence par les applications, on va voir pourquoi, et donc ça a été exprimé comme déficit au niveau de ce bilan, qu'il y a une nécessité de préparation en matière de pédagogie. Nous ne parlons plus en matière de psychopéda, nous parlons en termes d'accompagnement pédagogique. J'avais dit tout à l'heure que c'était une séance inaugurale, donc il y avait plusieurs exposés qui vont être organisés. Nous faisons appel à cette plateforme Cériste, car techniquement elle répond à toutes les réflexions possibles et impossibles. Elle est assez connue de par son fonctionnement, de par, je dirais, son organisation humaine et technique. Et puis, il y aura ensuite une diffusion à partir d'une plateforme qui va être sélectionnée et qui serait dans le choix de la commission. Il y a également une information qui m'a été donnée, qui serait intéressante à prendre en charge, puisqu'il va y avoir une série d'exposés courts pour les futurs doctorants. Il serait bon de faire appel aux séristes pour la préparation également, puisqu'il y a des démarches pédagogiques qui font appel à un engineering pédagogique, à des approches et des démarches spécifiques, vu que c'est en direction d'adultes. Maintenant, pourquoi le choix de cette approche, de cette démarche, de cette méthode d'accompagnement? On va dire que c'est un choix, certes c'est vrai, mais c'est un choix qui va s'inscrire dans une stratégie qui d'ailleurs a été optée et qui a été arrêtée dans le cadre de la fonction d'enseignant par son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, Taha El-Hadj, et de la Recherche scientifique bien sûr. Cette approche est définie dans un arrêté ministériel datant du 28 juillet 2016. Son numéro d'inscription est le 932, fait suite au fonctionnement du LMD. Et également, cet arrêté, on va dire, répond directement à cette expression que j'avais énoncée tout à l'heure,
par les jeunes doctorants qui a trait aux difficultés rencontrées au plan de la relation pédagogique avec les étudiants lors des actions de transfert de connaissances. Cet arrêté également se réfère à un décret, c'est un décret du 3 mai 2008, inscrit au numéro 130, qui fixe les tâches dévolues à l'enseignement supérieur, le maître assistant, qui définit ses compétences, qui définit également ses tâches. Elle fait ainsi appel à des approches pédagogiques, des outils didactiques, le tutorat, le travail en sous-groupe, l'organisation de l'étudiant dans son autonomie dans le système universitaire, le travail en sous-groupe, c'est-à-dire la confrontation et l'enrichissement des connaissances et des points de vue. Il traite également ce décret de l'évaluation de son utilité. Ce décret, vous voyez, nous inscrit dans une approche compétence pour le jeune enseignant-chercheur débutant. Il faut qu'il soit sensible à tout ce qu'on vient d'énoncer et il faut également, pour qu'il aboutisse à cela, qu'il soit sensible à une approche, une démarche pédagogique qui va s'inscrire dans le cadre de l'accompagnement. Cela également s'inscrit dans un programme de formation à l'accompagnement. C'est une progression scientifiquement définie, d'où dans cette progression, l'arrêté propose et définit tout un programme de formation qui est national pour les futurs enseignants du supérieur, soit les maîtres assistants. Par exemple, l'objectif de la formation universitaire, un jeune étudiant, pourquoi sa licence, quel est le parcours, l'aboutissement sur le plan socio-professionnel, l'éthique et la déontologie dans l'enseignement supérieur, quelle est l'éthique à laquelle fait face l'enseignant dans sa vie universitaire, s'inscrivant dans quel champ déontologique, l'implication de cela au niveau du LMD, le système, cette relation du système classique au système LMD, comment on est passé au LMD, qui parfois est dans l'oubli. On oublie très souvent que le LMD est un projet professionnel et pédagogique de l'étudiant. C'est lui qui construit cela, c'est lui qui construit sa formation, c'est lui qui définit son profil de formation. Donc, s'il construit et définit son profil de formation, il est, on va dire, l'acteur principal de sa formation, d'où, au niveau de cette approche, on va voir les enjeux du LMD dans la formation et dans son enrichissement par l'étudiant. Il y a une part de travail de la part de l'étudiant qui est beaucoup plus importante que dans le classique. Si on prend l'exemple des TD ou bien les TP pour le champ scientifique, l'étudiant va beaucoup plus s'impliquer par des travaux de recherche. C'est pour ça qu'en première année, il a une matière, un module dans l'ancien langage classique, qui l'amène vers le comment du travail universitaire, d'où comment rechercher la documentation, comment l'exploiter sur un plan analyse critique, pas uniquement exploitation, d'où actuellement les dérapages dans tout ce qui est copier-coller. Ce copier-coller nous amène actuellement vers un déficit qui préalablement n'est pas en train d'engager l'étudiant dans ses travaux de recherche à partir de la documentation. Il y a bien sûr le travail en sous-groupe qui est très valorisé en LMD et qui est très recherché en LMD. C'est même la base de la formation en LMD. Un étudiant ne peut pas travailler seul. Il lui faut travailler au minimum dans un groupe de 3. Donc le binôme, c'est le minimum absolu
Et sinon, il faut essayer de travailler à trois. Pourquoi? Parce que c'est des échanges, des communications, des compléments d'information, une information maximale, parce que un ne peut pas compiler 100 ouvrages, mais à trois on peut, et on peut tirer plus de fiches pédagogiques, de documentation, se les échanger, etc. Il y a également l'approche cognitiviste, c'est-à-dire basée sur la connaissance-compréhension et qui nous amène vers l'acquis intellectuel, l'acquis, si vous voulez, scientifique pour l'étudiant, et qui va nous ramener petit à petit, qui va nous amener, pardon, vers l'accompagnement pédagogique. On a l'emploi et l'utilité d'éthique, des technologies de l'information et de la communication qui doivent être abordées en première année en LMD. C'est assez important et il faut que l'enseignant, même en dehors de cette matière TIC, puisse être assez informé sur l'emploi. Il est sûr qu'il utilise convenablement son PC, les différents logiciels, etc. Mais il a cette approche TIC, par exemple le e-education, etc. Il doit bien maîtriser toutes ces techniques, tous ces travaux-là, pour en faire bénéficier ses étudiants. Il y a également la consolidation des langues étrangères. Il y a actuellement un léger déficit, ou parfois assez important, tout dépend des régions, des universités, donc tout dépend de la base initiale dans l'acquisition des langues. D'où là il faut consolider, mais également il faudrait que l'étudiant, de par l'encadrement de cet enseignant que nous voulons conforter par une approche pédagogique qui, elle, fait appel à l'accompagnement pédagogique, il faut qu'il amène l'étudiant sur non seulement l'utilité de l'emploi des langues au plan de la recherche, parce que c'est très important, toute la documentation est en langue étrangère, anglo-saxonne, germanique, française et maintenant ibérique également. Il faudrait sensibiliser l'étudiant également sur cette relation université, monde du travail. Pourquoi? Il va y avoir des stages. Il est connu que les stages en entreprise nous permettent de voir l'application sur le terrain de ce que nous avons acquis et ce que nous allons améliorer. Mais il y a également les possibilités d'emploi à travers le monde entier. Les stages en entreprise permettent de dégager des jobs à l'étudiant, de savoir vendre, monnayer ses connaissances, les échanger dans le cadre du stage, par non seulement la réalisation d'un rapport de stage, mais également parce qu'il va produire, par exemple dans la robotique, au niveau de la robotique, de jeunes chercheurs algériens à l'étranger au niveau des doctorats produisent des robots qui répondent à beaucoup de besoins, qui étaient dans une attente assez lourde et qui permettent une prise en charge de malades, que ce soit dans un milieu difficile d'accès ou c'est des jeunes chercheurs algériens qui, lors de leur stage dans des entreprises ou directement dans le labo entreprise, ont réalisé des outils qui permettent de solutionner, de répondre à des besoins. Donc, ces gens-là, vont être ciblés par des contrats de durée indéterminée ou durée déterminée. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à un besoin au niveau de l'entreprise. Cela également, il faudrait que ça rentre dans notre culture. Il faut que les entreprises avec lesquelles nous avions mis, il y a de cela des années, des stages pratiques que je connais, que nous connaissons, les gens avec qui j'ai travaillé là-dessus, dans le domaine hospitalo-universitaire, il faudrait que nous revenions également vers les entreprises qui n'étaient que publiques, mais qui doivent être intégrées dans public-privé. Il faudrait que les stages reprennent
avec bien sûr toute la norme, l'encadrement, etc., et afin de faciliter l'accès à l'emploi pour nos jeunes étudiants. Finalement, on parle depuis tout à l'heure d'accompagnement. Si on faisait un rappel historique, comment on est arrivé là? L'accompagnement pédagogique, je dirais pourquoi, comment. On sait, et nous en sommes tous le produit de cette ancienne démarche, les enseignants ont toujours été dans le temps, et ça demeure encore, même dans les pays occidentaux très avancés, se trouvaient toujours cooptés, proposés en tant qu'enseignants chargés de TD et tout, par les directeurs de recherche, c'est-à-dire par les maîtres de recherche. Ils étaient formés sur le tas, et on disait qu'ils étaient formés dans l'action. Ça veut dire, ce qu'on aimait dire, ça veut dire qu'ils allaient forger leur faire avec les étudiants, avec tout ce que cela suppose comme difficulté de communication, de préparation, d'échange, etc. C'est sûr que parfois ils sont excellents dans la matière, mais ils ne l'étaient pas en pédagogie, donc au niveau de la communication et de l'échange. D'où, dans la transmission des connaissances, il y avait un manque au plan pédagogique. Fin des années 80, on va rechercher des aptitudes à l'enseignement. Ça veut dire, est-ce qu'il est apte à communiquer, il est apte à transférer, il est apte à échanger des idées, ou alors, est-ce qu'il est bon dans la matière, mais il lui faut un aidant, quelqu'un qui puisse, à sa place, ou alors nous venons solliciter les outils pédagogiques, l'ingénierie pédagogique. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais entre guillemets, une machine qui pourrait lui venir en aide afin qu'il diffuse ses connaissances? Donc ce n'était pas toujours très évident. Sous le coup de l'urgence, pour des problèmes de zone, pour des problèmes de population, par exemple, un lycée à risque, les enfants sont très difficiles, etc., on va recruter des gens. Ça se fait comme ça en Europe, ça se fait chez nous, ça se fait jusqu'à présent dans de grandes villes, telles que Paris, telles que Francfort, ça ne peut pas dire... Et c'est là où il y a une difficulté d'avoir ce complexe par rapport à ces grandes capitales, Barcelone, Paris, non. Nous avons les mêmes problèmes, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est de répondre parfois à des urgences, on recrute. Chez nous, maintenant, on recrute par rapport à des concours, à des examens. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens favorisés dans ce parcours? Oui, ce qu'on appelle les écoles normales. Seulement, traditionnellement, les écoles normales formaient au plan pédagogique le comment éduquer, le comment faire passer un message, mais en inculquant la connaissance. Donc nous sommes ce que nous appelons, nous les gens du domaine, démarches classiques, démarches qui ne facilitent pas la pensée intelligente, l'expression. Donc la personne y est dans une position où il ingurgite ce qu'on lui donne, mais on ne lui demande pas ce qu'il en pense. Plus tard, on va commencer à assurer des cours pour ce qui nous préoccupe et ce qui nous intéresse et ce qui nous motive chez nous, l'Algérie. Il y a et il va y avoir des cours sur le plan de la pédagogie qui vont être assurés et assumés dans les écoles normales, au sein des universités, et qu'on va intituler psychopédagogie. Cela commence exactement au début des années 80. Les méthodes d'enseignement qui prévalaient juste avant, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, qui nécessitait donc une démarche où on inculque la connaissance, c'était les apprentissages parcouristes où on fait appel à la forte mémorisation-rétention. Et on sait que dans ces cas-là, que ce soit l'enfant
que ce soit l'adolescent ou l'adulte, si on ne sollicite pas sa pensée, si on ne libère pas sa pensée, il ne peut pas produire de la pensée intelligente. Il ne fait que reproduire ce qui a été produit, d'où tout ce qui serait novation, tout ce qui serait amélioration et tout, viendrait dans une seconde étape et parfois elle n'a pas un lien trop étroit comme il se doit. Voilà un peu ce que nous avons appelé par rappel historique, comment on est arrivé. On est en train de développer ce qui s'est fait donc entre cette école classique qui s'appuyait sur le parcourisme, etc. Et on a retrouvé ça dans le supérieur. Les étudiants étaient obligés d'apprendre par cœur des tomes en droit ou des précis en médecine. Or que le monde actuellement était au niveau de la réflexion, de la recherche, même un article de loi, il faut le réfléchir, il faut l'analyser, le critiquer avec l'évolution d'une situation, tant au plan social, au plan économique, culturel et autres. Maintenant, comment va se développer cette pédagogie suivant l'approche cognitiviste ? On sait que, de par tous les travaux qui ont eu lieu, que la pédagogie qui va se développer dans son approche transfert des connaissances nécessite de libérer la pensée de l'apprenant. Vous constatez que je n'utilise plus, et je n'ai pas utilisé depuis le début, le mot, le concept, la réflexion élève-maître. Elle a été bannie fin des années 60 du système d'enseignement de par le monde. Nous avons été un peu vers l'éducateur et nous sommes actuellement de par le monde sur l'enseignant accompagnateur et l'apprenant. Pourquoi ? Parce que l'apprenant commence à apprendre dans le ventre de sa maman. Avant la naissance, avant la venue au monde extérieur, il apprend à communiquer. Il procède, contrairement à ce que l'on pense, naïvement, il procède à ses pré-apprentissages alors qu'il est dans le ventre de la maman. Si cela est ainsi, et si cela a été constaté, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va valoriser cet apprenant. Il deviendra donc l'élément essentiel, l'élément nodal de la démarche. C'est lui l'acteur principal. Et l'image de maître-élève va disparaître pour laisser place à la relation apprenant-accompagnateur. C'est à ce niveau-là qu'on va valoriser le travail en sous-groupe. Et c'est là où il y a un échange de communication. Et dans les tâches qui ont été définies par le décret et qui ont été rappelées par cet article, par cet arrêté ministériel, on a parlé du travail en sous-groupe. On a parlé du tutorat et dans ce travail en sous-groupe, on a par contre précisé qu'il fallait considérer qu'il y a un échange, un transfert des connaissances, une confrontation des points de vue qui vont amener un enrichissement et un transfert entre les membres du groupe. Et que cela devient réalité justement dans ce travail du groupe. Nous avons essayé de retracer le système, bien sûr, de manière non pas schématique. On a essayé un peu de détailler nos réflexions, d'en parler. Sûr qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps. J'ai essayé d'être assez prudent, puisqu'il va y avoir des collègues qui vont traiter de tous les points qui ont été avancés dans le décret, mais également dans le programme que j'ai oralement exprimé tout à l'heure. Il nous reste maintenant à expliquer comment nous sommes arrivés à cette application sur le terrain, donc à cette approche pédagogique d'enseignement dans le supérieur qui introduit ce concept et cette approche accompagnement pédagogique. À partir de 2010, ce qui fut réfléchi et mis en œuvre
pour l'enfant adolescent, on va le projeter chez l'adolescent adulte, donc à l'université. Fin adolescence, début adulte, nous sommes à l'université, 17-20 ans pour la licence, et puis jusqu'au doctorat, on y ajoutera les 2 années de master et 3 années de doctorat, ça nous fait déjà 25 ans, c'est le début de l'âge adulte qui logiquement devrait mûrir positivement. Si cela va fonctionner, donc dans cette relation projetée étudiant-universitaire, donc adolescent-adulte, cela va commencer par l'accompagnement pédagogique en Europe dans les grandes écoles, les ENS en général, et plus particulièrement en France, dans certaines universités, puisque ces universités vont suivre l'évolution des écoles, et il y a, n'oublions pas, nous sommes dans les années 2010, juste avant, il y a la mise en place du LMD, qui a été tant décrié en Europe, qui finalement ensuite on y investit beaucoup, et on y investit donc au niveau des ressources humaines, au niveau des approches, des démarches, d'enseignement, et le LMD rentre, puisque nous ne sommes plus en L1, L2, nous sommes passés en L3 et nous avons vu les bilans qui ont été établis là-dessus en Europe. Nous sommes également dans le cheminement où cette approche pédagogique sollicite et engage pas mal de débats au niveau des analyses. Ça veut dire qu'on essaye de voir encore comment cette approche cognitiviste, parce qu'elle est cognitiviste, elle découle de l'école cognitiviste piagétienne, et on essaye de voir par rapport aux problèmes posés, comment est-il possible dans l'accompagnement de valoriser un peu plus l'apprenant. Il y a un risque en trop valorisant l'apprenant, c'est de dévaloriser la matière. Comment faire? Trouver un juste équilibre, mais qui serait toujours enrichissant. D'où alors, on va voir une nouvelle approche, une nouvelle méthode d'enseignement, de transfert de connaissances, une pédagogie où l'enseignement va accompagner l'apprenant dans ses acquisitions. Cela doit permettre d'aboutir à la réalisation d'un profil que lui s'était projeté. On a pour mémoire que quand on a commencé cette communication, on avait fait allusion à quelque chose de très important, surtout psychologiquement, pour l'étudiant, pour l'apprenant, que c'est son projet professionnel. D'où là j'ai dit comment tout cela, comment toutes ces acquisitions vont lui permettre d'aboutir à la réalisation du profil qui s'était projeté, donc qui s'était défini. Comment ça? On sait que même dans cette école classique, on a toujours critiqué l'école classique et on a dit qu'elle ne répond pas des fois à son objectif. L'école doit permettre à l'enfant de s'autonomiser, de se responsabiliser et non pas d'être pris en charge tout le temps par la première école qui est la cellule familiale, la maman. On demande trop à cette cellule familiale, comme inversement on demande trop à l'école. L'école parfois c'est une crèche, c'est un endroit où on parque les enfants pour la journée, on peut aller travailler, maman, papa. On a tendance à accuser uniquement les mamans. Non, c'est le couple. Le couple, c'est bon la progéniture, mais après on abandonne l'éducation des enfants. Ce terme éducation, je ne l'ai pas employé, vous avez constaté, je viens de l'employer par rapport à ce phénomène, ces difficultés dans la prise en charge des enfants. Et je préfère parler d'apprentissage. Je m'inscrirai beaucoup mieux sur l'approche moderne au niveau formation que classique quand je parle d'éducation, parce que l'éducation est restreinte, elle est parfois répressive, elle est trop par rapport à des modèles, etc.
Avec l'accompagnement pédagogique, on est, pour ce qui est de la pédagogie moderne, on est dans une approche formation où il s'agit d'apprendre comment apprendre pour entreprendre. Or, si on revient à ces systèmes classiques, on disait que c'est le parcourisme, qu'il faut une forte rétention, mémorisation. Donc finalement, on apprend pour apprendre. On apprend pour avoir des papiers, pour avoir une certification. On apprend parce qu'il faut apprendre. On apprend parce qu'il faut être comme papa, comme maman. Mais on n'a pas appris par rapport à ce que moi je dirais, cette motivation intrinsèque, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous souhaitons, par rapport à ce que nous voulons être, etc. C'est ce que la société veut de nous, donc cette motivation extrinsèque. Et c'est bien cette formation, donc apprendre comment apprendre pour entreprendre, c'est bien cette formation, cette approche que l'université algérienne adopte et veut développer au plan pédagogique, afin de permettre à l'étudiant algérien de valoriser ses connaissances. Nous avons constaté que nous avons parfois des gens qui répondent à des aptitudes très très positives à valoriser, mais que nous ne percevons pas, que nous ne voyons pas dans ce cheminement de la vie estudiantine. Et il faudrait essayer, nous avons un gros problème, c'est les densités dans les cours, dans les salles. Il est difficile de suivre tous les étudiants, mais il serait beaucoup plus recommandé de revenir à des approches pédagogiques de type dynamique, donc le travail en sous-groupe. Et on pourrait suivre, connaître plus ou moins tous les étudiants que de connaître le groupe classe qui, lui, répond à cette approche classique, apprendre pour apprendre. Donc, si on veut que l'étudiant algérien valorise ses connaissances, ses acquis, en les développant, en les enrichissant, il faudrait que nous valorisons cette approche pédagogique moderne, qui est l'accompagnement pédagogique et qui permet à l'étudiant d'apprendre pour voir comment répondre à un problème, comment le résoudre selon son approche méthodologique, selon son approche critique, selon son approche réflexion. Nous parlons souvent de difficultés au niveau de la documentation. Le net, contrairement à ce que l'on pense, ne répond pas à toutes les attentes. Parfois, il y a des cartes de paiement qui apparaissent, ça crée cette difficulté d'accès, ou parfois on vous communique uniquement le résumé, ou alors, c'est pas le résumé, on vous communique cet article dans une série d'articles, et ce que très souvent l'universitaire a besoin, c'est des ouvrages de synthèse. Ça veut dire des articles, des analyses, des critiques, des statistiques, des données bien affinées avec des coefficients de corrélation, etc. Est-ce qu'en troisième année, il est possible de prendre des ouvrages de base, compiler 400 pages, 500 pages? C'est très difficile. Cela vient durant tout un cursus. Donc, ce que nous voulons, c'est également non seulement que ces étudiants consolident leur formation, mais qu'ils consolident leur approche recherche documentaire, puisque ces enseignants, doctorants, leur qualification professionnelle a un titre, maître assistant, mais ils ont une fonction, c'est enseignant-chercheur, c'est-à-dire enseigner une pédagogie, mais également un fond documentaire qui est constamment d'actualité, d'où toujours en recherche critique analytique. Le LMD, est-ce qu'il n'est pas à la base, dans sa philosophie pour l'étudiant, un projet professionnel que lui va construire, ce que nous avons émis comme réflexion, et c'est la base philosophique du LMD à travers le monde,
Donc, si cette base philosophique est valorisée chez lui et valorisée par nous auprès de lui, on pourra dire qu'on pourrait faire aboutir et peser également sur le marché du travail, parce qu'au lieu de former pour le marché du travail, nous allons, nous, actualiser nos profils de formation au sein des structures universitaires pour faire en sorte qu'elles soient d'actualité, qu'elles soient dans le top du top de la modernité technologique, scientifique, langagière et autres, pour que nos entreprises viennent chez nous, viennent à l'université, parce qu'à l'université, il y aura des entités de recherche, réflexion, qui actualiseront, qui seront dans l'approche novatrice en innovant. Et alors, les stages dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à ce profil que veut faire aboutir l'étudiant, vont permettre à l'entreprise de venir là, ici, dans ce vivier, l'université, rechercher le profil qui lui sied. D'où l'enseignant à ce niveau-là ne peut être qu'accompagnateur en pédagogie pour une formation rigoureuse et solide de l'étudiant algérien. Je vous remercie pour toute votre attention. J'ai dit tout à l'heure, c'est une séance inaugurale. Nous nous retrouverons bientôt avec des collègues à moi ou moi-même pour d'autres thématiques qui s'inscrivent dans le cadre de cette démarche. Merci beaucoup.